Bonsoir. Alors qu'il célèbre ce 6 novembre le 39e anniversaire de son accession à la magistrature suprême, des militants de sa formation politique viennent de trouver l'occasion d'appeler à sa candidature pour l'élection présidentielle de 2025. Paul Biya sera-t-il sensible à cet énième appel? En attendant, quel bilan sommaire peut-on dresser de ces 39 ans à la tête du Cameroun? Ces questions et bien d'autres, nous allons les évoquer avec un cadre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Samuel Motte, bonsoir. Bonsoir Michael, merci pour l'invitation qui m'a été faite. Je suis très heureux d'être reçu pour une deuxième fois dans le cadre de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes député à l'Assemblée nationale, je l'ai dit, et responsable du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Je le disais tout à l'heure, Henri Ebéaïssi, le ministre du Domaine, du Cadastre et des Affaires foncières, a lancé le week-end dernier un appel à la candidature de Paul Biya, président national du RDPC, président du Cameroun, à l'élection présidentielle de 2025. Quel commentaire faites-vous de cette sortie? Pas un commentaire particulier, c'est un acte militant. Je pense qu'à travers les actes qui ont été posés jusque-là en 39 ans de gouvernance, il y a matière encore à continuer à penser qu'à travers l'œuvre de Paul Biya, du président Paul Biya, le Cameroun sera toujours sur le chemin du progrès. Il a exprimé un point de vue militant, j'allais même dire à la limite même républicain également. Maintenant, il faut voir, c'est un appel, on va voir premièrement quelle est la réponse. Vous vous sentez concerné par cet appel? Non, bien sûr, en tant que militant de RDPC également, en tant que quelqu'un qui défend au quotidien l'idéal démocratique et de développement qui est celui du président de la République, je me sens concerné. Maintenant, attendons, c'est un appel qu'il a lancé vis-à-vis déjà premièrement du premier concerné qui est le président de la République, mais également on va voir comment est-ce que les populations réagiront. Mais en tout état de cause, nous mettons, ça c'est la liberté d'expression. J'ai entendu qu'un certain nombre de personnes sont plus ou moins heurtées d'entendre que les militants de RDPC font des motions de soutien. Non, les motions de soutien également, ça rentre dans le cadre du fonctionnement de la vie publique. Mais est-ce que vous n'adoptez pas là l'attitude ou la posture de certains camarades de votre formation politique, de la LECI, justement, qui publiquement parle justement d'un appel militant, comme vous venez de le dire, mais qui, en privé, ne se sentent pas très concernés par cet appel d'Henri Ebéaïssi, qui, il faut le dire, a agi un peu en cavalier solitaire pour le cas d'espèce. Quand vous dites en privé, ils ne sont pas du tout d'accord. Vous avez fait un sondage sur la base de quoi? Non, on prête souvent des intentions à un certain nombre d'entre nous qui sommes des militants de RDPC en disant que tout haut, nous disons un certain nombre de choses pour pouvoir être plus ou moins agréables, mais tout bas nous réfléchissons. Non, ça tout simplement c'est des procès d'intention. La preuve, en 39 ans de gouvernance, ça ne se ramasse pas. Vous devez avoir un appareil derrière qui accompagne vos idées. Vous devez avoir également un appareil qui fait la promotion de ces mêmes idées. Et vous voyez bien que s'il est là depuis 39 ans, c'est parce que les petits militants que nous sommes également ont favorisé effectivement qu'il puisse être élu, même si par ailleurs on peut estimer que son œuvre devait suffire effectivement à ce qu'il puisse être élu plusieurs fois. En 2025, Paul Biya aura 92 ans. Il a aussi droit à un repos, non? Oui, il a le droit à un repos, mais à partir du moment où l'élection présidentielle, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est la rencontre entre une personne et un peuple. S'il estime qu'il est en mesure, effectivement, à 92 ans, de pouvoir porter également cet étendard-là qu'il a porté si haut pendant les 39 ans de gouvernance dont nous sommes en train de parler, on demandera tout simplement la caution. Sauf que dans le cas d'espèce, ce n'est pas lui qui estime, c'est vous qui lui demandez, vous militants, qui lui demandez de continuer à se représenter. Parce qu'effectivement, il y a une partie des militants qui pensent qu'il rendrait encore beaucoup de services à un certain nombre d'entre nous, pas un certain nombre d'entre nous, à la population camerounaise majoritairement pris, parce qu'une élection, quand elle se gagne à 71%, on peut considérer que la majorité est largement pour le fait qu'il puisse également conduire une autre bataille, peut-être sur une durée de 7 ans. Mais c'est lui qui, à un moment donné, jugera de l'opportunité pour lui de partir encore à cette rencontre-là, à cette communion avec le peuple pour pouvoir voir s'il sera élu. En ce qui nous concerne, nous les militants de RDPC, tenu par la discipline et convaincu également par le fait que jusque-là, contrairement à ce que les gens disent, il a plutôt fait de très bon travail, nous accompagnera la candidature le moment venu. Et à 92 ans, je le disais tout à l'heure, on a besoin de repos. Mais vous pensez qu'à cet âge-là, effectivement,
on a les capacités physiques, intellectuelles pour pouvoir diriger un pays comme le nôtre. Beaucoup le disent très fatigués. Même si, ces apparitions publiques sont devenues un peu rares également. Même si je vous exprime un sentiment contraire, ou si vous m'amenez à vous suivre dans votre démarche, qui est celui qui permet de contester, de faire des délits de faciès sur la base, en s'appuyant sur l'âge des individus, on demandera la position des autres. C'est ça la règle de la démocratie. Peut-être vous n'êtes pas en accord du fait qu'à 92 ans, on peut également briguer un mandat. On demandera au reste de nos concitoyens. Et si effectivement, d'aventure, la majorité d'entre nous se lève pour pouvoir dire l'âge pour nous, effectivement, c'est l'âge de la raison. Également, nous voulons continuer à bénéficier de cette expérience-là. Qu'est-ce que nous aurons à faire, Michael? On constatera tout simplement, on prendra acte de ce que majoritairement, les gens ont pensé qu'en dépit de l'âge, qui vous semble vous gêner, mais moi qui ne me gêne pas du tout, en dépit de cet âge-là, il a été porté à la magistrature suprême. Est-ce qu'il ne faut pas voir en cette sortie d'Henri Ebea ici, le ministre du Domaine, du Cadastre et des Affaires foncières, un message à tous ces dauphins, entre guillemets, qui fourbissent en silence leurs âmes dans l'ombre. Déjà, le président Paul Biya a refusé la terminologie de dauphin en disant, il m'avait mis sur le vif, nous ne sommes pas dans un royaume. Et vous voyez que jusque-là, alors qu'en ce qui concerne par exemple la succession que lui il a dû assurer, il avait été plus ou moins prévu qu'il pourrait avoir une succession établie dans les conditions que vous connaissez. Dans son cas, on lui prête des dauphins qu'il a un jour désigné un dauphin. Par contre, c'est tout à fait également militant, républicain, de voir qu'il y a des gens qui réfléchissent en disant si un jour il n'est pas là, et ça arrivera. Peut-être parce qu'il n'aurait pas voulu faire une campagne supplémentaire, peut-être parce qu'il se sera retiré, peut-être parce que, voilà, il y a des gens qui doivent se positionner. Moi, je ne trouve pas ça anormal. La seule chose d'ailleurs, quand il y a des compétences comme ça qui s'élèvent, c'est tout simplement de dire il y a un esprit républicain qui doit être respecté, en sachant que de toutes les façons, chacun d'entre nous, nous sommes simplement 24 millions d'habitants. Si chacun se ressent des ressources nécessaires pour pouvoir aller à la rencontre des populations, pour pouvoir se faire élire, c'est tout à fait son droit. Il ne sera pas tué pour cela. Et là, le cadre effectivement de ce qui peut apparaître comme l'adversité dans le cadre d'un champ de bataille comme celui-là, il faut que ça reste civilisé et républicain de telle manière à ce qu'on n'ait pas une Gestapo qu'on installe ici ou là. Dans les agissements de certains de vos camarades de parti, membres du gouvernement parfois, ou alors placés dans l'administration camerounaise, des intentions de remplacer celui qu'Henri Ebea ici appelle aujourd'hui à se représenter en 2025. C'est tout à fait normal. Maintenant, ce qui peut être leur reprocher à un moment donné, c'est de dire, est-ce que cette réflexion-là ne prend pas le pas sur l'activité quotidienne qui vous est demandée en tant que membre du gouvernement? Mais une aspiration à être, je veux dire, être élu à la magistrature suprême un jour, c'est une aspiration légitime. Maintenant, il y a des canevas qu'il faut respecter, il y a des codes qu'il faut respecter de telle manière à ce que, lorsque vous êtes dans l'appareil gouvernemental, que vos agissements personnels, votre visée personnelle ne puisse pas avoir des conséquences négatives sur l'organisation à laquelle vous appartenez. Et c'est pour cette raison qu'il faut être souvent feutré. Il faut avoir de la retenue, il faut avoir de la réserve. Vous savez, les gens ont également le droit de se raser le matin en pensant à la magistrature suprême. Mais il y a des façons effectivement également de les exprimer. Mais en même temps, je crois que nous faisons également beaucoup de la spéculation là autour du sujet. Et chaque fois que vous avez vu un ministre sortir, c'est parce qu'il veut être candidat aux prochaines présidentielles. La plupart des gens là qui sont aventurés aussi activement dans le domaine, vous savez très bien, c'est que le sort qu'il a été réservé par les populations, ils ne sont plus en ligne de course aujourd'hui. Mitterrand également nous enseigne que ce genre de choses, il faut le faire de manière la plus tardive possible. Parce qu'à partir du moment où vous commencez à dire moi, il y a une adversité autour de vous qui va se déclencher et certainement ça va vous voir la pète. Non, la réserve en toutes choses. Et d'ailleurs, le président Paul Biya nous enseigne également la vie, l'avenir, le temps, c'est nous apporter des solutions aux problèmes. J'ai le droit de penser que pour demain ou de par demain, je dois être peut-être candidat à la présidence de la République, mais la façon avec laquelle vous l'enclenchez également peut être tributaire du fait que ça puisse réussir ou ça puisse échouer. Une curiosité peut-être, Samuel Maud, dans cette affaire, mais pourquoi appeler le président du RDPC à être candidat à l'élection présidentielle? Pourtant, les textes de votre parti font de lui le candidat naturel, si je peux dire comme ça. Oui, mais c'est le candidat naturel. Pour le moment, les gens n'est pas encore là. Mais pourquoi en matière de candidat naturel? Non, en matière de candidat naturel également, il peut avoir
cette pensée-là que de dire je veux passer la main. Vous aurez 2 ou 3 militants, 4, 5, 6 majoritairement, ça veut dire que vous lui forcez la qui main. peuvent se lever pour pouvoir dire vraiment, nous avons bien compris votre désir à aller prendre votre retraite, mais nous pensons que vous pouvez encore nous lui forcer la main en quelque sorte. On ne force pas la main au sujet. On ne faut pas forcer la main à un président de la République. Si on fait des suggestions, on appelle à une candidature éventuelle, la sienne, en espérant qu'effectivement nous serons entendus. Pour revenir au bilan de ces 39 ans passés au pouvoir, des 39 ans du renouveau effectivement, s'il vous était demandé, Samuel Mote, d'en dire un mot, un seul, ce serait quoi? Beaucoup de progrès dans la société camerounaise. Après maintenant, il y a des gens qui rentrent dans une sorte d'inventaire que moi, expert comptable, serais dans l'incapacité de faire. Parce que 39 ans de gouvernance, qu'est-ce que vous allez compter, qu'est-ce que vous avez laissé? Et très souvent, les gens sont attardés sur des difficultés du quotidien. C'est tellement qui nous préoccupe tous. Mais de temps en temps, également, je pense qu'il faut se lever pour pouvoir voir qu'autour de nous, il y a des transformations qui s'opèrent. Et des transformations, on en a connu. On en a connu. Nous avons déjà, sur le plan démographique, une population qui est passée de 10 millions d'habitants à 24 millions d'habitants entre-temps. Je peux vous assurer, Michael, si vous ne faites pas des efforts de faire en sorte qu'il y ait des poches de développement qui se dessinent et qui se cristallisent, lorsque vous avez un tel boom démographique, vous courez tout droit vers une explosion sociale. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Malthus. Dans une société dans laquelle les besoins sont en progression géométrique, et où les ressources sont en progression arithmétique, si rien n'est fait, il y a une explosion sociale et d'ailleurs, quand il le disait, les explosions que vous avez constatées au XVIIIe siècle, XIXe siècle, sont dues effectivement à cette rarification de ressources-là à un moment donné. Et qu'est-ce que Malthus recommandait en l'occurrence? C'est de dire effectivement, pour pouvoir éviter qu'il y ait, comme tenu du fait qu'on ne peut rien du côté des ressources, et comme la démographie elle-même elle est hors de contrôle, la seule chose que l'on peut envisager, c'est une politique nataliste. C'est-à-dire qu'on demandera, par exemple, au lieu d'avoir 5 enfants, il faut avoir 2 ou 3, ainsi de suite. Dans le cas du Cameroun, c'est vrai quand même qu'on essaie de gérer effectivement cette natalité-là, mais on n'a jamais interdit à qui que ce soit de faire des enfants. Or, qu'est-ce que nous constatons? 39 ans après, nous avons certainement des difficultés du quotidien, mais les difficultés, il y en aura toujours, quel que soit le niveau de développement qui sera le nôtre, la société n'a pas explosé. Huit ans après son arrivée au pouvoir, Paul Biya, dans une interview, disait qu'il voudrait que l'histoire retienne de lui l'image de l'homme qui a apporté à son pays la démocratie et la prospérité. Que peut-on en dire aujourd'hui pour ce qui concerne la démocratie d'abord? La démocratie d'abord. Je voudrais vous dire effectivement que la prospérité, si vous voulez, je reviendrai de là. Mais on est là dans un environnement démocratique, mais pleinement démocratique, et je le dis vraiment avec le maximum de sourire, le maximum de liberté, que les gens, qu'est-ce qu'ils pensent effectivement de la démocratie? De ce que lorsque j'ai été au pouvoir pendant 2 ans, je dis par gentillesse, il y a une autre personne qui va me relayer. Non, très souvent la personne qui a dirigé les populations pendant une période donnée aura toujours cette aspiration légitime en disant que je peux repartir à la bataille. Bataille d'ailleurs, souvent également, parce que là vous parlez de motions de soutien, la plupart des gens qui vous créent de l'adversité, ils vous poussent à vous représenter. Parce que quand ils commencent à dire que vous n'avez rien fait, vous avez tendance à leur dire je suis toujours en mesure de faire. Donc, ce qui détermine même les gens à être candidats à leur propre successeur, ce n'est pas tellement les appels au peuple tels que vous avez initié là tout à l'heure, mais c'est effectivement c'est de dire nous sommes dans un environnement où je pense effectivement que j'ai autant de mérite que vous. Vous avez tendance à me contester, tendance à contester ma légitimité. Je vais vous montrer également qu'auprès des populations, je suis la personne encore qui est valable. Et donc, cette attitude, cet environnement démocratique-là, on le doit au président de la République, qui est parti, qui est parti du parti unique vers un parti, vers un multipartisme qui fait qu'aujourd'hui, on a le droit de créer des partis. Après maintenant, comment est-ce qu'on gère ces partis-là? Ça, c'est du ressort des populations. Parce que vous, Michael, vous voulez créer un parti demain, si on vous interdit, effectivement, nous serons très en deçà des clous démocratiques. Vous avez également le droit. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez en faire? Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, parce que je crois que c'était le sens de votre question, qui fait que cette démocratie-là ne fonctionne pas, ce n'est pas l'absence des institutions. Or, le président de la République, tout ce qu'il peut prendre
tout ce qui peut nous apporter, c'est de mettre un cadre réglementaire là, qui puisse permettre en sorte que cet environnement-là public puisse être réglementé. Mais vous parlez d'environnement démocratique, je vous relance sur la question, Samuel Maud, d'environnement démocratique, à un moment où on parle des libertés qui sont bafouées, des élections, pour prendre simplement le cas des scrutins présidentiels qui sont à chaque fois contestés, où on a des rapports des observateurs et autres qui parlent de bourrage des urnes, de trucage et bien d'autres. Pour ne prendre que ces exemples-là, les libertés qui sont réprimées, bafouées et autres, pour ne prendre que ces exemples-là, est-ce qu'on peut vraiment parler de démocratie, de l'effectivité de démocratie? Oui. La preuve, Michael, ces propos-là, pour les paraphraser, je les dois à Patrick Rifoué. Dans un environnement dans lequel on réprime tout, vous n'aurez même pas eu la possibilité de vous interroger pour savoir si nous sommes libres ou pas. Le simple fait, également dans une émission qui est ouverte comme celle-ci, vous avez la latitude de poser ce point d'interrogation-là, montre qu'effectivement, qu'on ne vous réprimera pas. Pas pour si peu, quand même. Ah, non. Pas pour si peu. Mais si, dans un régime autoritaire... Mais dans un régime où on parle des militants de formation politique qui sont régulièrement arrêtés, simplement parce qu'ils ont exprimé une opinion et qui sont gardés en prison. Michael, on ne les arrête pas pour leur opinion. Et là, oubliez ça, on ne les arrête pas pour leur opinion. Ça fait le président de la République est celui qui est le plus insulté au monde. Vous avez entendu qu'un jour on a arrêté quelqu'un pour le mettre en prison. Dans les années 90, effectivement, quelques temps avant, je sais également qu'une fois on a arrêté plusieurs. On n'a pas le sentiment qu'on a beaucoup avancé. Laissez-moi avancer. Sur la question. Laissez-moi avancer sur la question. Allez-y. Voilà un exemple que j'aime à citer. 1789. Nous sommes dans une période assez libertaire en France. Où on a pris le roi, on l'a guillotiné. Il y a eu des émeutes, il y a eu de la faim, ainsi de suite. Et puis finalement, quand les esprits sont apaisés, on dit il faut quand même qu'on rédige la déclaration de l'homme et du citoyen. Comme pour pouvoir dire, il faut qu'on reconnaisse aux citoyens un certain nombre de droits qui ont donné naissance après ce qu'on appelle les droits fondamentaux, qui vous permet également d'avoir une liberté d'opinion, d'avoir un certain nombre de... Et puis, qu'est-ce qui se passe? Quand on a commencé à rédiger cette déclaration de l'homme et du citoyen, article 1, on énumère un certain nombre de choses que l'on doit à tout être humain, une certaine reconnaissance. Article 3, article 2, article 3, l'article 4, qu'est-ce qui se passe, Michael? On reconnaît que nous sommes libres de faire tout ce que nous pouvons faire, mais la loi, à un moment donné, peut apporter des restrictions à notre façon de penser, à notre façon d'agir, à notre façon d'exprimer un certain nombre d'opinions, à notre façon d'interagir à l'intérieur de la société. Article 4, Déclaration universelle Déclaration de l'homme et du citoyen. Quand vous allez également, lorsqu'on a externalisé, parce que très souvent on appelle la France la mère des libertés, cette déclaration-là également, c'est ça qui a donné lieu à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Là également, on cite tout. Les gens qui sont des pourfendeurs de la République, qui disent de toutes les façons on est dans une obsession de tout rançonner, ils vous citent tout, notamment l'ensemble des droits que l'on donne aux gens, mais très souvent ils se sont réservés de citer l'article 29. L'article 29 également reconnaît que la loi à un moment donné peut apporter des restrictions. On n'a même pas besoin d'aller au niveau de ces articles-là, sur le plan philosophique, Michael. Donc venons au Cameroun, contextualisons. Nous sommes au Cameroun. Contextualisons, oui. Non. Parce que très souvent, quand vous arrivez contextualiser, vous pensez que le Cameroun est un pays à part. Je vous dis que même sur le plan international, même dans le pays qu'on appelle la mère des libertés, il y a eu des restrictions à la liberté. Ce que vous appelez la liberté, il y en a. La Déclaration universelle des droits de l'homme également qui s'impose à nous tous, parce que nous l'avons ratifiée. Oui. Et s'impose également à nous tous, sauf que très souvent on a cité les libertés fondamentales qu'on peut accorder aux individus, mais on se réserve de citer l'article 29 qui postule qu'il peut avoir des modifications, alors un encadrement de cette liberté-là. Nous sommes d'accord sur la question. Attendez, oui, mais si nous sommes d'accord, après maintenant, qu'est-ce que vous reprochez à la République? Dans le cadre effectivement des manifestations que nous faisons, vous avez une loi de 1990 qui réglemente également la vie en société. Effectivement, la loi sur la liberté d'association. Attendez, j'ai voulu, tout à l'heure quand vous m'avez interpellé, au-delà même de cette loi, c'est un problème d'ordre philosophique. Votre liberté s'arrête là où la mienne commence. Parce qu'autrement dit, si on laisse la porte à tout, on peut tout justifier, y compris même porter atteinte à votre propre vie, Michael. Par exemple, sous le prétexte de la religion que nous n'avons pas en partage. Avançons, évoluons, Samuel Maud, oui. Dans le cadre de la loi de 1990, oui,
cette loi-là ne doit pas être entravée, doit être respectée. Je reviendrai sur le point. Mais nous violons nous-mêmes la loi, c'est ça la question. On ne viole pas la loi. Les associations de défense des droits humains, des organisations de la société civile internationale ont à plusieurs fois dressé des rapports où ils font état de violation des droits humains dans notre pays. Les lois dont vous parlez existent effectivement, mais malheureusement elles sont allègrement violées par les pouvoirs publics. Non, mais Goulman, ne soyez pas également emporté par cette tendance altermondialiste là qui consiste à dire qu'on conteste les gouvernants à tout bout de champ. Quand ces gars-là, quand vous parlez de quelle ONG, les ONG qui sont foncièrement contre la République, contre l'État, non, partout ailleurs, y compris chez eux. Et je voyais également une phrase lapidaire d'Edouard Balladur. Oui, il y a la liberté d'expression, mais la liberté d'expression, ce n'est pas le désordre non plus. Partout ailleurs, on réglemente pour qu'il n'y ait pas de débordement. Parce qu'à partir du moment où vous commencez à déborder, on ne sait pas très bien où vous allez. Attendez, là également, quand je vous dis que la vie connaît nous apporter des solutions, le temps nous apporte des solutions à nos problèmes, qui nous apporte une définition toute récente, même si c'est la sienne, de l'insurrection, c'est Joe Biden. Tout mouvement qui a tendance à remettre en cause, les institutions est un mouvement insurrectionnel. Et il va plus loin en disant qu'il n'y a pas d'insurrection pacifique. Dans le cas de ce que vous dites, la loi de 1990 vous dit effectivement, vous êtes libre de manifester comme vous voulez. Vous n'aurez pas d'entrave à cela. Sauf qu'il y a un canevas républicain qu'il faut suivre. Premièrement, il y a une déclaration à manifester, pas une demande. Pas une autre demande, pas une autorisation qu'on demande. Une déclaration à manifester. Attendez, Michael. Oui, il y a une déclaration à manifester que vous devez déposer. Sur la base de quoi on doit vous donner un récépissé. Après, maintenant, quelques articles plus loin, on vous dit, le sous-préfet a le droit de voir... Oui. S'il estime que les conditions ne sont pas réunies pour l'interdire. Si vous... Mais quand le sous-préfet interdit systématiquement, ça attendez, je vais revenir là également. Pour certaines formations politiques de l'opposition et autorise malheureusement si vous sortez de ce carnaval-là, si vous sortez de ce carnaval-là, de ce qu'on a interdit que vous avez manifesté, vous devez savoir que vous avez enfreint la loi. Et donc, dans ce cadre-là, vous n'allez pas dire que vous êtes un détenu pour délit d'opinion. D'accord. C'est tout simplement parce que vous avez enfreint la loi. Sortons la question. Parlons des élections contestées régulièrement également. Oui. Je vais revenir. Pour revenir sur la démocratie. On n'a pas assez de temps. Attendez. Oui, rapidement. Après, vous voulez me dire, il y a des gens qui manifestent d'autre part. Le sous-préfet qui vous donne, à qui on donne cette latitude-là de pouvoir savoir si on peut vous donner en toute sécurité la liberté, accorder cette liberté-là de manifester, il s'appuie sur quoi? Il s'appuie sur votre bonne foi parce que vous avez dit que vous allez faire des manifestations pacifiques, ou alors il s'appuie sur les règles du précédent. Michael, quand vous avez des partis d'opposition qui disent en 2018 qu'ils ont gagné une élection alors qu'ils ont 0 PV entre leurs mains, vous ne pouvez pas bénéficier de la caution de la bonne foi. Donc c'est nécessairement par déduction que si vous l'avez fait, la prochaine fois vous le ferez également, certainement que vous êtes dans une démarche insurrectionnelle. Pour ce qui est de la prospérité maintenant. Pour ce qui est de la démocratie. Oui, pour terminer. Vous avez oui. Voilà. Est-ce que vous avez vraiment apporté les preuves de ce que là, très souvent on triche? Et c'est un discours dévastateur qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des militants... Non, la question du bourrage des urnes lors des élections est un fait. Non, ce n'est pas un fait. Le simple électeur observateur, non, ce n'est pas un fait. Au sorti de son bureau de vote, voit parfois des actions sur le terrain. Écoutez, Michael, première chose, nous avons en face de nous des gens qui sont totalement irresponsables et qui rentrent dans la vie publique sans savoir ce qu'ils partent chercher. Ce n'est pas en déformant, en peignant en noir quelque chose qui manifestement... Là, on ne parle pas des partis politiques, hein, pas des observateurs. Non, mais très souvent, vous dites ce que les autres vous avez entendu dire. Et cette tendance-là, effectivement, à laquelle nous sommes portés, qui est celui de s'auto-flageller, ce n'est pas bien pour la République. Il y a la CAN qui est en train de se dessiner là aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Au point où c'est des Aïrois qui venaient nous défendre, c'est pour pouvoir dire, concrètement, à ce que j'entends aussi, les Rémingono dire, vous avez plutôt des pelouses, genre Coupe du Monde. Attention à ce que nous faisons. Les gens, quand ils vous disent qu'on a bourré, ils n'ont aucune... Mais écoutez-moi bien, on peut bourrer. Michael, là également, regardez la chronique de la tricherie électorale à travers le monde. Si la tricherie au Cameroun, ce n'est pas un méfait camerounais. Y compris ailleurs. On doit s'en contenter alors. Oh non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Maintenant, quand vous savez que les acteurs politiques ne sont pas nécessairement des anges, vous prenez des précautions nécessaires pour que la tricherie n'ait pas lieu. Et la loi telle la nôtre, qui nous permet d'aller au scrutin demain ou après-demain,
qui nous donne cette latitude-là de pouvoir contrôler. Quand on vous dit il n'y a pas meilleur pilier, qui est celui de vous dire lorsqu'on va voter, vous serez vous-même dans le bureau, dans le centre de vote, le bureau de vote pour pouvoir sécuriser votre propre vote, y compris également le vote de vos partisans. Lorsque les gens ont été dans l'incapacité de le faire, ils sont avec ce genre de colibé-là qui considèrent qu'on a triché. En réalité, ils n'y étaient même pas. Ils n'y étaient pas, et quand vous n'y étiez pas, ils imaginent qu'on a triché. En réalité, on n'a même pas triché. Pour ce qui est de la prospérité à présent, la situation économique du pays n'est pas très reluisante. Oui, le taux de chômage caracole, on le sait. Le taux de croissance également très bas. On a envisagé atteindre un taux de croissance à 2 chiffres depuis de nombreuses années. On n'y est jamais parvenu. La prospérité je ne sais pas qui a sorti ce taux de croissance à 2 chiffres. Il ne faut pas non plus rentrer dans le cadre des vœux pieux. Vous avez ce qu'Alain Périfit appelle la dynamique démographique triomphante, qui fait que des pays comme le Nigeria aujourd'hui, contrairement à ce qu'on raconte, le développement du Nigeria est également soutenu par la démographie, la galopante. Dans le cas des micro-États comme le nôtre, on est passé de 10 millions à 24 millions, ce n'est pas beaucoup. On essaie à l'intérieur d'un espace comme celui-là qui nous a été imposé, encore que, là je ne vais pas en guerre contre ce que très souvent les gens appellent les colons. Nous-mêmes, à la base, nous, on n'était que des micro-États. C'est-à-dire que lorsqu'on envisage, par exemple, la communauté Bamileke, c'était une surface géographique assez limitée. De même que dans ma propre communauté, on était encore dans des surfaces un peu. Donc, sauf que ces petites zones-là ne peuvent pas en eux-mêmes susciter le développement. La démographie est un élément moteur pour le développement. Et donc, très souvent, quand les gens ont dit démographie à 10 chiffres, en fait, ils sont inspirés du modèle chinois. Chinois, c'est 1 milliard d'habitants. Avec 1 milliard d'habitants, on peut tout envisager. Parce que ça vous permet déjà de faire une industrie locale. Vous parlez là également des points de chômage. Dans le cas d'un environnement comme le nôtre, 10 millions d'habitants, 24 millions d'habitants, quelle est l'industrie lourde que vous pouvez mettre ici là pour pouvoir dire qu'elle sera supportée par 24 millions d'habitants? Mais on a vu la population croître, non? Ça suppose qu'on n'a rien envisagé, on n'a pas anticipé. Nous avons le niveau de développement également qui est inhérent à notre développement démographique. Ce que je suis en train de vous faire comprendre, c'est qu'on ne l'aura pas à la dimension de la Chine. Une Chine qui est à elle toute seule un continent. À l'intérieur d'un continent comme celui-là, vous pouvez tout envisager. Et d'ailleurs, je me rappelle de mes vieux cours d'économie, on nous enseigne qu'effectivement la prospérité des grandes sociétés que vous voyez aujourd'hui, c'est à pour fondement déjà le marché local. Et le dumping naît du fait qu'effectivement, quand vous avez une société qui a fait la rentabilité de son investissement sur le plan local, il peut aller à la conquête des marchés externes en faisant du dumping. C'est-à-dire qu'étant entendu qu'il a déjà gagné de l'argent chez lui, il peut même diviser les prix par 4 pour aller combattre avec les autres. Or, dans le cas de le nôtre, nous avons des PME qui marchent très bien, mais c'est à la hauteur de notre démographie. Et donc là également, quand vous dites on n'a pas beaucoup progressé, on a beaucoup progressé. Attendez, Michael, rapidement, s'il vous plaît. Vous voulez me contraindre à des énumérations, moi je les conteste. Je voudrais être dans le raisonnement. On n'a pas progressé, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de routes. Oui, la question sociale, effectivement. Attendez, pas d'hôpitaux, pas de routes. Et vous répétez ça allègrement. Il manque de routes, effectivement. On en a vu qui ont manifesté il y a quelques jours. Bloquant le cortège de tout un ministre parce que le projet de construction d'une route dure depuis plus de 15 ans. Ça n'a jamais été réhabilité. Les écoles, il en manque dans l'arrière-pays, des hôpitaux, il n'y en a pas. Les difficultés sociales sont énormes. Absolue, et on peut mieux faire, tu préfères dire on peut mieux faire. Et voilà une statistique de synthèse que je vous apporte très souvent. Est-ce que, Michael, vous avez remarqué qu'en 39 ans de gouvernance, on a gagné 10 ans d'espérance de vie? Vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on parle d'espérance de vie? Michael, si vous n'êtes pas soigné, vous aurez tendance à mourir à 40 ans comme mon père. Si vous vivez dans des conditions totalement exécrable, votre durée de vie aura tendance à se raccourcir. Si vous n'avez pas un niveau d'éducation où on vous enseigne une certaine posture à l'intérieur de notre société, même le stress peut venir à bout de vous. Si vous voyez dans des conditions totalement exécrables, si votre habitat n'a pas un minimum de conditions sanitaires, vous aurez tendance à mourir très jeune. Entre 1982 et la date où je vous parle aujourd'hui, 2021, nous avons gagné 10 ans à peu près d'espérance de vie. Ce qui veut dire que même si les centres hospitaliers ne sont pas, c'est ça que vous voulez dire, ne sont pas en quantité suffisante, on essaie quand même de maintenir un rythme de développement tel que, vous parlez de problèmes d'électricité par exemple, Michael. D'eau et tout ça, en un mot, on va passer. Vous savez, l'avantage de l'âge fait que moi,
ils savaient que je faisais 3 km à pied pour aller chercher ma bassine d'eau. Aujourd'hui, vous tournez, peut-être que n'est pas aussi propre. Non, aller dans l'arrière-pays. Même dans l'arrière-pays, il y a des aménagements. Là, je vous ai parlé, par exemple, d'hôpitaux. Les chefs-lieux, à l'époque, c'était un dispensaire qu'on avait. Aujourd'hui, les CMA, on vous a fait du personnel de qualité. Et y compris dans les petits villages comme le mien, qui a à peu près une centaine de personnes, il y a des centres de santé. Ce qui veut dire qu'il y a quand même un progrès. Il n'est certainement pas suffisant, mais je peux vous assurer que nous avons un progrès tout de même. Sortons avec cette question. Depuis quelques jours ou quelques semaines est né un débat autour de la question du fédéralisme communautaire. À l'occasion de l'annonce du livre de votre collègue député à l'Assemblée nationale, le président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, Cabral Libye, pourquoi, selon vous, le fédéralisme communautaire suscite tant de passion? Oh, mais c'est une passion, je ne sais pas, autant de critiques, je peux imaginer, mais c'est une idée qui est lancée dans la place publique. Forcément, les gens vont réagir autour de ça. Moi, j'aurais souhaité ne pas réagir là-dessus parce que mon jeune frère Cabral Libye, collègue par ailleurs, je crois qu'il va être pris à un moment donné dans une spirale de la suggestion où on ne saura même plus quoi faire. Pourquoi? Bon, écoutez, fédéralisme, on peut en discuter. Pourquoi communauté nécessairement? Après, j'ai eu un de ses collègues lieutenants, un de ses camarades de parti lieutenant qui a voulu m'expliquer qu'il faut faire des distinguos entre l'ethnie, la communauté et le reste. Et puis, c'est sur quoi je lui ai retoqué en disant, mais finalement, vous nous sortez un livre pour qu'on a tous inscrits dans les amphis. Nous sommes là pour des choses concrètes. Je vais vous surprendre. Il y a des écueils à faire des pas et à s'orienter vers la demande, certainement qui est exprimée par le peuple. Parce que très souvent également, ce n'est pas à l'intérieur de la population que l'on réfléchit. Vous aurez toujours besoin d'une élite qui pense pour les autres et qui essaie de fixer un cap. Cette histoire-là de fédéralisme, de centralisation ont été évoquées dans les années 90-1996, cristallisées dans la Constitution du Cameroun. Ce qu'au passage on oublie de dire, c'est qu'on a dit effectivement que l'ensemble de ces des instruments de développement, là on va les mettre progressivement. Après on nous reproche d'avoir attendu 25 ans. Oui, mais effectivement, si le débat est tant poignant aujourd'hui, c'est parce que la décentralisation a échoué. Ce n'est pas exagéré de le dire. Bien. 25 ans je ne plus suis tard, pas aussi enthousiaste que vous, 25 Michael. ans plus tard. Écoutez-moi bien, je ne suis pas aussi enthousiaste que vous en matière de décentralisation. Très souvent, quand vous entendez décentralisation, chaque maire veut qu'on lui envoie son milliard pour qu'il puisse gérer. La question que je pose aujourd'hui, je constate quand même qu'on a des difficultés à contrôler deux postes comptables qui sont logés à Yaoundé. Là, on va en créer, Michael, on est en train de créer 360. Merci les dégâts. Hein? Il faudra que l'on m'apporte des instruments nécessaires qui puissent me convaincre de ce que lorsque l'État envoie une collectivité 100 francs, il y a au minimum 70 francs pour qu'arrive aux populations. Si on peut faire ce contrôle-là, la décentralisation pour moi n'a pas de raison d'être. Le fédéralisme communautaire alors. Attendez, non, oui. Mais attendez, non, je vais aller progressivement. Oui, la deuxième chose également, fédéralisme et décentralisation, là également je suis pour le moins réservé. Vous voyez très bien que l'édition d'aujourd'hui vous donne raison. Quand vous dites je veux faire la décentralisation et que Chief Moukete de regretter, mais moi dit il faut qu'on laisse à chaque communauté gérer l'ensemble de ses ressources, qu'est-ce que vous entendez par communauté? Vous avez dans un certain nombre de zones des gens qui effectivement sont assis là et qui ont trouvé d'autres personnes. Est-ce que vous les mettez à l'intérieur de la communauté ou pas? Quand Chief Moukete parle de sa communauté à lui, et s'il tient compte du fait qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont venues s'installer dans sa propre zone, qu'est-ce que vous mettez là-dedans? Donc du coup, après on va vous appeler qu'il y a un terme allogénie et autochtonie qui existe. Ah non, non, c'est totalement dégradé, on ne peut pas en parler. Ce qui veut dire également que même y compris cette décentralisation, par moment on attend parce qu'on sait qu'à un moment donné, ça va soulever plus de problèmes qu'apporter des solutions. Quand vous dites aujourd'hui au niveau des représentations à l'intérieur des régions, il y a une notion d'autochtonie qu'il faut mettre en valeur de telle manière à ce qu'on donne majoritairement ce pouvoir-là de gérer la région aux gens qui sont originaires de là, ça pose quand même des problèmes. Et donc tous ces problèmes doivent être étudiés de la même façon que le fédéralisme aura les mêmes problèmes. Et par ailleurs, il aggrave son cas en disant non seulement il veut du fédéralisme, mais ce sera un fédéralisme communautaire. Dans quelle zone il peut identifier aujourd'hui avec ce Cameroun-là qui se brasse une zone qui appartient à une communauté? Et ce problème, s'il ne l'a pas résolu, ce n'est pas la peine qu'on rentre là-dedans. Sinon, ça va être une chasse en disant non, 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 toi, tu es de telle zone dont tu n'as pas mot à dire ici chez nous. Et donc, c'est beaucoup plus quelque chose qui va être conflictogène qu'une solution en réalité. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut qu'on rêve à ce qu'on ait demain un Camerounais où il y aura tellement de brassage que
où on pourra se trouver, on se sentira au Cameroun. Après maintenant, pour ce qui est de la décentralisation, si c'est pour accroître l'efficacité d'intervention de l'État, ça également, je suis preneur, mais à condition qu'il y ait également là aussi des indicateurs d'évaluation de telle manière à ce qu'on s'assure qu'on est efficient et on est efficace également à appliquer un certain nombre de politiques publiques. Merci Samuel Mote d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi cette autre édition de l'invité de la semaine. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir.